Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire autour de la filière équine. On est très satisfait de l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions ces derniers jours. Même si on sait qu'il y en a qui ne seront pas forcément là mais qui sont quand même intéressés pour récupérer les supports de présentation. Je vais commencer, pour vous accueillir, par vous faire partager un petit sondage pour qu'on puisse voir dans quel département ou dans quelle région vous exercez. Donc vous pouvez répondre directement dans le sondage et vous cliquez sur envoyer et ensuite vous verrez apparaître les questions et les réponses des autres. Je vous laisse répondre à ça. Alors, je me présente. Moi, je suis Damaris Sterling. Je suis la coordinatrice du dispositif Inosis Réseau d'élevage à Chambre d'Agriculture France et j'ai en charge la coordination du réseau équin pour Chambre d'Agriculture France. Donc, ce webinaire, c'est le deuxième webinaire qui a été organisé par les partenaires du réseau équin. On vous enverra les liens vers les présentations de l'année dernière et les supports de l'année dernière. Ce webinaire il est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à cette filière et qui accompagnent des professionnels et notamment, un peu spécifiquement, ceux qui les accompagnent à travers des activités de conseil. Donc au programme aujourd'hui, vous aurez une présentation des chiffres clés de la filière équine par Pascal Heidemann de l'IFCE, une présentation du réseau équin et des 4 partenaires qui le composent, et une intervention d'une conseillère d'entreprise, donc Marthe Vivant, avec son témoignage sur l'utilisation des ressources du réseau équin dans le cadre de son métier. Donc merci beaucoup aux intervenants de ce matin et à tous les participants qui sont là aujourd'hui avec nous. Donc quelques consignes sur le déroulement du webinaire. Donc vos caméras et micros, ils ont été coupés car vous êtes très nombreux. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Mais voilà, on pourra aussi répondre au fil de l'eau. Par contre, pour pas que vous vous endormiez et pour rythmer la présentation, on va la rythmer avec des polls comme vous en voyez ici à l'écran pour que ce soit un peu interactif. Le webinaire il est enregistré et les supports ils seront diffusés aux inscrits. Et tout au long de la présentation, il y aura des liens qui sont cliquables directement dans l'écran. Donc là, par exemple, si vous cliquez sur le lien donc directement dans votre écran, normalement, vous verrez apparaître une magnifique image de cheval, mais c'est pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, donc voilà, cette émoticône-là, à chaque fois, ça voudra dire que vous pourrez cliquer directement sur l'écran. Alors, sur les réponses, donc aux polls, donc on a 68 réponses. Donc on a la Loire qui est revenue, mais je suppose que c'est parce que ça a été découpé plusieurs fois. Donc on a les Pyrénées-Atlantiques, Normandie, Gironde, Eure, Indre, Grand Est, Moselle, Meurthe, Haute-Garonne, Orne, Calvados, Meurthe, Saône, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc un joli tour de France. Voilà, merci pour votre participation. Hop. Je laisse la parole. Vous pouvez continuer à répondre. De toute façon, on pourra récupérer les réponses. Et je vais laisser la main à Pascal pour la première introduction. Alors, est-ce que ça marche? Ça vient, je pense. Je pense que c'est bon? C'est tout bon. Parfait. Merci, bonjour à tous. Donc Pascal Heidemann, moi je travaille pour l'IFCE. Je ne vais pas vous présenter l'organisme. Marie le fera juste après. Mais au sein de cette IFCE, je travaille au sein des observatoires chargés de produire et diffuser des informations économiques sur la filière équine. Et la filière équine, bref, avant de vous en donner des chiffres clés, c'est qu'en fait, elle englobe tous les produits et tous les acteurs économiques qui ont pour dénominateur commun le cheval. Donc en fait, elle est très très vaste, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément tous les contours, puisqu'elle englobe les activités bien sûr de l'élevage, mais aussi toutes les autres activités assez diverses, depuis l'équitation, l'enseignement, les pensions de chevaux, les activités autour des paris, les courses hippiques, et puis la médiation équine, et bien sûr aussi la viande chevaline. Donc on a une grande panoplie d'activités.
donner quelques chiffres clés. D'abord le cheptel d'équidés, on estime qu'il y a environ 1 million d'équidés présents en France actuellement. Et si vous regardez sur la gauche, le petit diagramme vous montre la répartition de ce cheptel en fonction du type de race des équidés. Et on remarque en vert qu'en fait, il y a une très très grande majorité, les 2/3 de ces équidés sont de type selle et poney, et en particulier des chevaux qui sont sans généalogie reconnue, donc ce qu'on appelle les origines constatées, origines non constatées, qui finalement composent la majorité de ce cheptel-là. Ce qu'on note par ailleurs, c'est que ce cheptel, en fait, il est en recul. Depuis déjà quelques années, si on a 1 million d'équidés, on en avait plus les années précédentes, et quand on projette l'évolution de ce cheptel dans les 15 ans à venir, vous voyez sur la droite que ce cheptel va très probablement reculer. Ça, on peut l'estimer assez simplement, entre guillemets, dans la mesure où on connaît toute la production du cheptel des années précédentes. La production avait fortement diminué à partir des années 2010. Ce qui conduit en fait à moins de chevaux, moins de jeunes chevaux, et donc un cheptel en recul, et un cheptel vieillissant aussi, puisque de fait on conserve un peu plus les vieux chevaux et ils sont plus nombreux. Si on s'intéresse maintenant aux acteurs en fait qui détiennent ces équidés, on estime qu'il y a un peu plus de 100 000 détenteurs d'équidés présents en France, et on a mené une étude en 2023 pour mieux connaître un peu leur profil. Vous voyez le petit diagramme de gauche, et en fait ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 2/3 des détenteurs qui sont des détenteurs particuliers, c'est-à-dire qu'ils détiennent ces équidés pour leur loisir personnel. Il n'y a aucun objectif de vente de produits ou de services derrière, et on voit sur le diagramme qu'il y a d'ailleurs certains agriculteurs qui sont dans ce cas-là, mais donc à l'inverse on voit qu'il y a un tiers des détenteurs qui sont de statut professionnel, spécialisés dans le cheval ou avec d'autres activités agricoles, et par contre c'est eux qui détiennent le plus gros du cheptel, ils détiennent les 3/4 du million d'équidés. Et sur la droite, ce qu'on a fait aussi au travers de cette enquête de 2023, c'est qu'on a pu estimer en question les détenteurs sur leurs pratiques de gestion du foncier. On a pu estimer qu'en fait, ils valorisent 800 000 hectares en France de surface en herbe, au travers des prés, des paddocks, ou bien de surface sur lesquelles ils produisent eux-mêmes du fourrage. Et par ailleurs, on a pu aussi estimer que la plupart en fait achètent du fourrage à l'extérieur, et que ce fourrage acheté correspond à une surface de 350 000 hectares. Ce qui nous donne une indication en fait de l'emprise du cheval présent en France en termes d'occupation du territoire, donc plus d'1 million d'hectares. Et si on rapporte aux surfaces agricoles, donc c'est à peu près 4% de la SAU. Et 13% de la surface toujours en herbe, en sachant que c'est principalement des prairies permanentes sur lesquelles sont hébergés les équidés. Et pour comparaison, en fait, la filière bovine, c'est un peu plus de 15 millions d'animaux, comparé aux millions d'équidés. Et par contre, c'est 33% de la surface agricole utile. Donc on voit qu'en comparaison, les équidés sont largement détenus de façon extensive par rapport à d'autres filières agricoles. Quelques éléments sur les activités économiques autour du cheval, et notamment les flux financiers générés par toutes ces activités. En premier lieu, ce sont les paris hippiques qui sont un très très gros contributeur. Vous voyez, plus de 9 milliards d'euros misés sur les courses hippiques en 2023, c'est très conséquent. Et c'est important pour la filière, parce que si les 3/4 de ce montant-là sont reversés aux parieurs, aux gagnants sur les paris, en fait, le restant sert à faire fonctionner la filière. Il y a plus d'1 milliard d'euros qui est redistribué aux acteurs de la filière course pour faire fonctionner leurs activités. Et il y a également une part non négligeable, 825 millions d'euros, qui sont prélevés par l'État pour venir alimenter le budget de l'État. Et dans les flux financiers, c'est bien sûr aussi les entreprises spécialisées dans la filière équine. On estime qu'il y en a à peu près 30 000. Et ces entreprises-là, elles ont généré plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Vous voyez sur la droite la répartition de ce chiffre d'affaires-là en fonction des activités. Et vous avez représenté en fait en bleu, ce sont les activités qu'on qualifie de cœur de filière, activités d'élevage, courses, sport, loisirs et travail. Donc elles génèrent à peu près 40% de ce chiffre d'affaires-là. Et on voit que les autres activités un peu périphériques à ces activités-là, notamment les fournisseurs d'équipements, mais aussi les organismes de la filière, drainent aussi des fonds non négligeables qui viennent aussi faire fonctionner toute cette filière équine et qui contribuent à l'économie globale. Autre indicateur important en termes de retombées économiques, ce sont les emplois. Donc les entreprises de la filière, on a pu estimer, alors que ce soit les entreprises spécialisées ou non,
Nos observatoires ont pu montrer l'année dernière qu'il y a environ 120 000 emplois à la fois salariés et non salariés qui sont générés par le cheval en France, avec une petite moitié dans ce cœur de filière dont je parlais juste avant. Et ces emplois, ça correspond à presque 36 000 équivalents temps plein, donc emplois salariés. Et on a pu noter qu'en fait, les salariés dans la filière équine, dans le cœur de filière, en fait, on génère un deuxième dans toutes ces activités connexes qui sont représentées en rose juste à côté. Donc on voit un peu l'ampleur et le poids économique de toutes ces activités liées au cheval. Et un autre point important, c'est que c'est aussi une filière qui contribue qui est très exportatrice, et en particulier la génétique équine qui est très recherchée, avec en 2024 près de 200 millions d'euros d'export de reproducteurs équins. Et en fait, c'est conséquent, hein, c'est un solde qui est largement positif, c'est plus de 100 millions d'euros de solde commercial de ces imports-exports de reproducteurs. Et c'est en fait à même niveau que la filière bovine en termes de solde d'échange extérieur, pour donner un aperçu par rapport aux autres filiales. Là. Et alors on fait un petit mot sur les tendances, c'est aussi un point important. Donc l'observatoire de l'IFCE suit les tendances au travers des indicateurs économiques disponibles qu'il analyse et valorise. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2024, on a une activité qu'on peut qualifier de plutôt morose, avec du côté de l'élevage, on regarde notamment les juments saillies, une activité qui se tasse un petit peu en sport loisir, alors qui avait connu une très forte hausse après la crise sanitaire de Covid, mais voilà, on sent qu'il y a maintenant une stabilisation. De même chez la production de trotteurs, qui alors elle était en baisse et qui tend plutôt à se stabiliser aussi. Du côté du commerce, on a des achats de la même façon qui sont plutôt en stabilisation, à la fois sur les achats en France, sur le marché intérieur, mais aussi à l'importation, alors qu'on avait une dynamique très, très positive et en croissance les années précédentes. On a en revanche des prix moyens des chevaux de sport loisirs, vous l'avez peut-être observé, qui sont toujours en très nette hausse. Ça, c'est vraiment un fait marquant sur les dernières années. Et du côté des utilisations, par contre, deux faits marquants, c'est que les paris sur les courses hippiques, justement, on a vu leur poids important dans toute l'économie de la filière du cheval. Ils sont en recul en 2024, après une année 2023 pourtant assez importante. C'est pas 150 millions d'euros en moins à miser sur les courses et on imagine les retombées derrière compte tenu des redistributions. On a aussi l'équitation qui est en recul c'est déjà la deuxième année, on avait déjà observé en 2023. Et du côté de la consommation de viande, on tend à une stabilisation, c'est un recul depuis un grand nombre d'années, mais on a l'impression qu'on arrive à un niveau qui tend à se stabiliser. Et un fait marquant, c'est que par contre on a une hausse des abattages en 2024, ce qu'on n'avait pas connu depuis maintenant un grand nombre d'années. Donc on a une année 2024 qui s'annonce, c'est des premiers indicateurs, tout n'est pas complètement connu, mais qui s'annonce quand même plutôt morose. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, on est à un niveau qui est quand même largement au-dessus de 2019, si on compare à l'année de référence avant la crise sanitaire, et donc des activités qui sont quand même toujours très dynamiques, malgré ce bémol en comparaison avec juste l'année précédente. Pour finir, alors en fait on produit au niveau des observatoires de l'IFCE un grand nombre de données statistiques. Si vous voulez en savoir plus ou avoir plus de détails, notamment dans notre publication phare qui est l'annuaire. Vous avez des liens là dans le support qui rassemblent tous les chiffres disponibles sur une année donnée. Vous avez aussi l'outil interactif StatEcart qui est en ligne sur le site de l'IFCE qui permet d'accéder de façon interactive à toutes les statistiques et en particulier à l'échelle régionale voire départementale. Et puis vous pouvez vous inscrire à une newsletter qui vous permettra de savoir un peu quelles sont les dernières publications en termes de notes d'études économiques et aussi de mise en ligne de nouvelles données. Voilà un petit aperçu, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je pense qu'on verra plutôt à la fin. Parfait. Merci beaucoup Pascal pour cette introduction sur la filière équine. Je vais laisser la parole à Sophie maintenant. Alors, Damaris, est-ce que tu peux me confirmer que le diapo apparaît bien? Le diapo apparaît bien, c'est parfait. Ben, c'est parfait. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc moi, je suis Sophie Boyer-Laforie, je travaille à l'Institut de l'élevage et c'est moi qui vais vous présenter le réseau équin. Donc le réseau équin, en fait, c'est un dispositif qui existe déjà depuis près de 20 ans. Il a été mis en place au tout début en 2007
Et l'objectif, c'était bien d'améliorer la connaissance des systèmes équins et de créer des références pour accompagner le conseil. Et donc, ces travaux sont complémentaires à tous les éléments que vient de nous présenter Pascal, où l'IFCE travaille plus sur la macroéconomie. Et donc, le boulot du réseau équin, c'est produire des références plutôt à l'échelle microéconomique des entreprises. Donc, l'originalité de ce dispositif, c'est qu'il est partenarial, puisque il est porté par l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture, les conseils des chevaux et l'Institut français du cheval et de l'équitation. Son originalité est qu'il s'appuie sur des vraies fermes. On construit des références à partir de personnes qui vivent de ce métier. Et il est financé par le fonds EPRON. Et il y a de l'autofinancement des différents partenaires. Donc avant que je rentre un petit peu plus dans le détail de ce dispositif, je vais laisser la parole à mes collègues partenaires qui vont présenter leur organisme et voir quel est leur rôle dans ce dispositif. Donc je vais commencer par toi, Damaris. Ouais. Donc le réseau des chambres d'agriculture, donc je sais que vous êtes nombreux des chambres d'agriculture aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder sur la présentation des chambres, plutôt sur des éléments qui concernent la filière équine. Peut-être juste quelques chiffres. Donc il y a 86 chambres départementales, 13 chambres régionales, une chambre nationale, donc Chambre d'agriculture France, et environ 8000 collaborateurs qui, voilà, et leur objectif c'est d'accompagner le développement des filières agricoles. Et donc les chambres d'agriculture accompagnent les professionnels de la filière équine et notamment avec la mise en place d'un groupe métier national qui est composé d'une trentaine de membres. Donc c'est des conseillers sur les filières équines ou des responsables d'entités qui s'intéressent au sujet équin. Donc l'objectif de ce groupe qui est voilà qui est assez récent dans sa monture actuelle, c'est de coordonner des actions interrégionales autour de la filière et de mutualiser des informations voilà entre l'équipe, d'identifier des besoins spécifiques, notamment en formation sur la filière équine. Donc vous avez ici la carte des différents membres du réseau des conseillers équins. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous fait accéder directement à la page internet de la filière équine de Chambre d'agriculture France. Ce groupe, il a des compétences très diverses dans le réseau, donc comme vous voyez affiché à l'écran. Et voilà, les compétences, elles concernent notamment les aides, la PAC, l'installation, l'alimentation, le bien-être animal, la fiscalité, les fourrages. Donc voilà, toutes ces compétences-là, elles sont présentes dans notre réseau des chambres d'agriculture. L'implication des chambres dans le réseau équin, elle est, j'ai envie de dire presque naturelle parce qu'il y avait une implication déjà des chambres dans un partenariat avec l'Institut de l'élevage autour des filières de ruminants dans le dispositif Inosis Réseau d'élevage et que cette production de références par et pour les conseillers, elle nous sert pour les activités de conseil technique, stratégique et voilà, conseil d'entreprise. Damaris, je crois que certaines personnes ont un problème avec le visionnage du diapo. Ah ouais, c'est étonnant. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on repartage Alors, je vois que c'est des personnes externes. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on repartage en normal? Sophie, bon bah mince, toutes nos animations, on pourra plus cliquer dessus, mais... Oui, sauf que maintenant, comme il est dans la conversation, je ne sais pas si je vais pouvoir... Si tu peux mettre partager ton écran. Oui, je vais... Laissez-moi juste 2 petites minutes. J'aille le chercher. Alors, je pense que ouais, c'est ce... Ah bah alors non, je sais pas qui le voit pas. Ouais. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer de me remettre dans mon diapo. Désolée, mais je pense que ces petites manips ne plaisent pas à mon ordinateur. Est-ce que vous le voyez arriver? Ouais, on le voit arriver, c'est bon. C'est bon? Ouais. Eh bien, merci Damaris pour ta présentation et je vais laisser la parole à Hugues Calvin qui va nous présenter les conseils des chevaux.
Est-ce que Sophie, tu peux juste mettre en plein écran, s'il te plaît? Alors, bien sûr. Merci, c'est tout bon. Oui, bonjour à tous. Moi, mon objectif général là, de cette présentation, c'est de dire à chacun des conseillers là, qui sont autour de la table, vous dire qu'on a un rôle commun d'accompagnement de la filière, qu'il existe un conseil des chevaux dans votre région et de ne pas hésiter à vous tourner vers lui pour travailler avec lui parce que l'accompagnement des sociopros, c'est de toute façon une affaire de réseau. Voilà, ça c'était l'introduction essentielle. Donc, dans chaque région, on a un conseil des chevaux, donc 13 en métropole et 3 dans les DROMCOM. C'est noté, hein, un conseil des chevaux, ça fédère en fait le monde du cheval dans la région. Donc, ça veut dire que dans un conseil des chevaux, vous avez les associations d'éleveurs régionales, vous avez le comité régional d'équitation, vous avez les fédérations des courses, vous avez les centres de formation, enfin SEC, lycée agricole, etc. Éventuellement les établissements de recherche. Voilà, c'est l'agora, c'est le parlement du cheval dans sa région. Ça, c'est le premier élément. Son objectif, c'est de raisonner le développement de la filière cheval dans la région. Et pour ça, dans la moitié des régions environ, il y a un plan cheval qui a été établi. Et si ce n'est pas un plan cheval, c'est une série d'actions. Et de façon à favoriser, par exemple, l'installation, le renouvellement des générations, la valorisation des races locales, la promotion des activités, la réponse aux enjeux sociétaux, hein, environnementaux, bien-être animal, égalité homme-femme, inclusion. Bon, voilà, il y a tout ça quand on raisonne, quand un conseil des chevaux raisonne le développement de la filière cheval dans sa région. Il le fait toujours avec ses partenaires. Voilà. Et ça, c'est un point également très important. Nous, au niveau tête de réseau, au niveau fédération, pour ce qui nous concerne directement, les conseils des chevaux et leur fédération est à l'initiative avec ses partenaires du réseau équin. Sophie en a rappelé des origines. Au tout départ, d'ailleurs, c'était un transfuge des chambres d'agriculture. Tu t'en souviens, Sophie, Rémi Auréjac, pour le citer, qui a travaillé là-dessus avec vous tous pour la mise en place de ce réseau équin. Et puis, on participe également, bien sûr, à la défense de son financement par le fonds Aperon, qui est le gros financeur du réseau équin. Sur le rôle de la fédération, pour finir, nous, on a un rôle de tête de réseau et de mise à disposition d'outils communs au Conseil des chevaux. Je passe rapidement là-dessus. Sur les conseils des chevaux, pour vous, le fait de fédérer les acteurs locaux, qu'est-ce que ça a comme importance? C'est que le conseil des chevaux, c'est votre interlocuteur régional. Il a été construit pour ça. Il a été construit pour représenter la filière cheval dans la région. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Travaillez avec votre conseil des chevaux. J'y reviens encore. Alors, ça a été construit comme ça pour éviter le défilé. Je prends souvent cet exemple-là dans les services agricoles, par exemple, du conseil régional, où vous avez avant la création d'un conseil des chevaux, le président du syndicat des éleveurs de chevaux pie de la vallée du Buège qui vient et qui dit je représente la filière cheval, le conseil régional qui dit très bien, on va pouvoir vous soutenir, mais le lendemain c'est l'association des cavalières en Amazon de Trifouilly-les-Olivettes. Enfin voilà, on avait une représentation dispersée de la filière. L'objectif du conseil des chevaux, c'est de rassembler ça. Ils construisent des projets communs, donc pour vous concrètement, ces projets-là, ils sont construits avec les partenaires. Et quand je dis les partenaires, c'est les chambres d'agriculture, les SAFER, la MSA, les GDS, etc. Donc, moi, je ne connais pas de conseil des chevaux, par exemple, où les chambres d'agriculture ne sont pas invitées aux réunions. Donc, systématiquement, ces projets, ils sont co-construits. Donc, n'hésitez pas là encore à vous rapprocher de votre conseil des chevaux. Ils négocient des dispositifs de soutien. Ben oui, alors ça peut être des dispositifs financiers. Le conseil des chevaux, dans ses rôles, c'est d'aller discuter, d'aller faire du lobbying très clairement auprès des collectivités territoriales et des autres financeurs pour que le cheval, la filière cheval, ne soit pas l'oublié des dispositifs de soutien. Alors, par exemple, sur les premières moutures du dernier PSN, le cheval était exclu des mesures 75-01 au départ. C'est quand les conseils des chevaux avaient tiré la sonnette d'alarme pour les
les réinclure. Voilà. Mais ça veut dire aussi négocier des dispositifs de soutien technique. C'est ce qu'on fait là au travers de ce webinaire, c'est que vous soyez le plus possible en région, en département, armés pour apporter votre soutien technique aux porteurs de projets cheval. D'ailleurs, vous trouverez à ce sujet sur le site de la Fédération des conseillers des chevaux, mais aussi sur le site de chacun de vos conseillers des chevaux, une page des aides qui présente les dispositifs de soutien économique. Voilà, et puis l'accompagnement des professionnels, là encore, les conseillers des chevaux le font, mais avec leurs partenaires, que sont les chambres d'agriculture, les SAFER, etc., et qui sert par exemple également. Donc c'est toujours l'accompagnement, une affaire de réseau. L'accompagnement d'un projet, c'est toujours une affaire de réseau. Donc je vous renvoie vers vos chargés de mission, vers vos conseillers des chevaux, pour travailler avec eux dans cet esprit-là. Eh bien, merci Hugues pour cette présentation complète de la Fédération des conseils des chevaux. Et maintenant, je vais laisser la parole, si tu as fini. C'est bon pour toi, Hugues? Eh bien, je vais laisser la parole à Marie Busmé de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui va nous présenter l'IFCE. Donc, Marie Busmé est une des conseillères de l'équipe, je vous en parlerai tout à l'heure, et qui suit elle-même des exploitations sur le terrain. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ce qu'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE, et ses missions. Donc, on est un institut qui est placé sous double tutelle du ministère de l'Agriculture et celui des Sports. Donc, notre champ d'intervention, c'est aussi bien au niveau national qu'européen et international, donc pour accompagner la filière équine. Et donc, nos actions s'exercent au profit donc de la profession, des collectivités territoriales, de l'État et de tous les publics concernés par le cheval et l'équitation. Donc, je vous ai écrit la liste de nos missions en tant qu'opérateur public et d'institut technique agricole, puisqu'on fait partie donc de l'ACTA et du grand réseau INSEP. Et donc une de nos missions est de contribuer à la production de connaissances. Et c'est dans le cadre de cette mission que l'IFCE est partenaire du réseau équin, afin d'aider à la production de connaissances économiques sur les structures de notre filière. Et cela en complément de ce que l'on fait avec notre observatoire économique. Et donc dans le cadre du réseau équin, donc on a 3 ingénieurs IFCE qui contribuent. Donc on a Pierre Fontaine dans le Grand Est, Mélanie Courant en Auvergne-Rhône-Alpes et moi-même en Nouvelle-Aquitaine. Et pour détailler un peu la présence de l'IFCE sur le territoire métropolitain, donc je vous ai mis une carte pour vous montrer que donc on est représenté dans toutes les régions. Donc grâce à nos 6 délégations territoriales qui sont au contact des acteurs locaux, on a un peu cette mission de guichet de proximité. Donc où ces délégations vont être chargées d'identifier les besoins de la filière, traiter les demandes régionales, mobiliser l'expertise de l'établissement pour accompagner les acteurs, monter les projets et rechercher les financements. Et donc on assure également des missions d'identification et de contrôle sanitaire. Et donc en plus de ces délégations, donc on a nos 4 plateaux techniques où on a chevaux, infrastructures, moyens humains. Et donc ça nous permet d'accueillir des expérimentations, nos propres expérimentations ou celles d'entreprises innovantes. Donc nos plateaux, c'est par exemple Saumur, qui est aussi notre siège social. On a Chamberet en Nouvelle-Aquitaine, Le Pin au Harin en Normandie et donc Uzès pour le sud. Et donc on a Pompadour qui est notre siège administratif, mais donc, qui n'est pas un plateau technique. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers à la fin. Merci beaucoup Marie. Et donc c'est moi qui vais clôturer la présentation des organismes. Donc l'Institut de l'élevage, c'est un institut de recherche appliquée au service des élevages d'herbivores. Et on intervient sur 7 filières que je vous ai mis là sur la diapo. Et on travaille sur les équins depuis la mise en place de ce dispositif du réseau équin. Notre mission première, c'est d'améliorer la compétitivité des élevages d'herbivores et de leurs filières dans un contexte, vous le savez bien, qui bouge
Beaucoup. On a 5 départements au sein de l'Institut de l'élevage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on parle d'économie, on y parle d'environnement, de qualité des produits, de génétique. Et notre objectif est bien, dans le cadre de notre investissement sur ce réseau équin, est de contribuer à améliorer la connaissance des systèmes équins et à la production d'outils de conseil. Donc, il y a plus de 320 personnes qui travaillent à l'Institut de l'élevage et on est présent sur tout le territoire français sur une vingtaine de sites. Plus concrètement, dans le cadre du réseau équin, on est 3 personnes de l'Institut de l'élevage qui œuvrent sur ce dispositif. On assure la coordination nationale du réseau équin et on anime l'équipe de conseillers équins dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc notre rôle, c'est de contribuer à l'animation de cette équipe, de former les nouveaux ingénieurs qui entrent dans cette équipe, et ensuite de valoriser les données et de produire des références, des vidéos et d'autres outils. Donc le réseau équin, en fait, il s'appuie sur la méthode des réseaux Inosis réseau d'élevage. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, j'imagine que oui, le dispositif Inosis, c'est un dispositif qui existe depuis les années 80, qui a acquis beaucoup d'expertise. On a aujourd'hui plus de 1500 fermes qui sont suivis toutes filières confondues par 270 conseillers. Donc nous, on bénéficie quand même de cette riche expérience, de toutes les méthodologies qui ont été développées et on les a adaptées, appliquées à notre réseau équin et ça nous a fait gagner du temps dans la production des différents outils que l'on produit. Donc le dispositif, il est original, on le disait un peu en introduction, c'est qu'il s'appuie sur des vraies exploitations et ça c'est quand même c'est très bien parce que ça nous permet de partir de gens qui vivent vraiment de ce métier et qui ont passé des difficultés à l'installation ou qui ont connu les points forts et faibles de leur parcours et ça c'est très riche d'enseignement. C'est ce qu'on essaye de partager à un plus grand nombre. Donc ces exploitations, elles sont sélectionnées comme dans le dispositif Inosis, dans les autres filières selon plusieurs critères. Donc il faut que les personnes soient installées au moins depuis 5 années, qu'ils aient quand même une certaine ancienneté. Bien sûr qu'il y ait une viabilité économique de l'exploitation, qu'ils arrivent à dégager un revenu. Que l'exploitation soit vivable, et là on parle en termes de conditions de travail, reproductibles pour d'autres, et puis bien sûr il faut que les exploitants aussi soient dans une démarche de partage d'expérience, parce qu'ils ne sont pas rémunérés pour faire ce travail-là. Donc, on suit les exploitations selon une méthode d'approche globale. Donc, méthode d'approche globale, c'est qu'on prend en compte toutes les dimensions de l'entreprise pour voir si le système est cohérent. Donc, on ne se limite pas à prendre juste le nombre de chevaux et les résultats économiques à la fin, mais on essaye de comprendre quelle est la stratégie de la personne, quel a été le niveau de formation de la personne, quels sont les produits qu'il souhaite commercialiser, pour quel public et dans quelles conditions. Du coup, on va explorer aussi les moyens de production, c'est-à-dire la cavalerie, les infrastructures, et on vérifie que l'ensemble est bien cohérent. Et toutes ces données-là sont stockées sur un logiciel qui est commun à toutes les filières, qui est Diapason. Et donc ensuite, une fois qu'on a toute cette matière dans l'outil, eh bien on valorise avec l'équipe de conseillers l'ensemble de ces données. Parce que les données seules ne suffiraient pas, on a bien besoin de l'expertise des conseillers qui permettent de nous mettre des données qualitatives et qui nous permettent de mesurer ou d'apprécier les différents chiffres. Donc le réseau équin aujourd'hui, c'est en gros 128 exploitations, suivies par 20 conseillers. Ça bouge un peu à 1 ou 2 personnes près, suivant des fois des départs à la retraite, mais on tourne autour d'une vingtaine de conseillers sur tout le territoire et on produit des outils, des références, on va en parler juste après. Donc à destination de qui? En fait, eh bien de vous, des conseillers, alors à la fois des conseillers de l'équipe, mais de ceux qui ne sont pas aussi dans cette équipe du réseau équin, parce que l'objectif c'est bien de publier, de diffuser largement pour que ces éléments soient utilisés sur le terrain, qu'ils puissent vous aider dans votre métier au quotidien. C'est à destination également des enseignants et des jeunes en formation. On est souvent sollicité par des enseignants qui ont envie qu'on leur amène un peu de retour du terrain
par rapport aux étudiants, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages d'exploitants, et à destination, bien sûr, des professionnels, des élus et des décideurs. Pour vous faire un exemple, très récemment, on avait fait des études sur l'impact de l'inflation sur les résultats économiques des exploitations. Et on avait aussi fait des travaux autour du Covid, parce que ces éléments permettent de donner quand même un état des lieux de ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, je vous ai mis une carte des différentes personnes qui sont dans cette équipe du réseau équin. Donc, c'est la vingtaine de conseillers. Donc, comme le disait Marie, on a 3 personnes de l'IFCE, mais également des conseils des chevaux et aussi des chambres d'agriculture. Donc, vous aurez bien sûr la carte ensuite, si ça vous intéresse de regarder un petit peu plus précisément dans vos régions qui est le correspondant. Donc, sur ces 128 exploitations, je voulais vous parler des systèmes qui étaient suivis. Donc, on a 2 socles dans ces 128 exploitations, un socle de base et un socle prospectif. Donc, le socle de base, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des entreprises qui sont suivies sur la durée du programme, généralement 5 ans, et qui font l'objet d'une valorisation collective. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des synthèses nationales, des tableaux de bord, on en reparlera juste après. Ces exploitations du socle de base, donc vous avez à droite les différents systèmes, c'est un panel assez large puisqu'on va suivre des centres équestres, des établissements de tourisme équestre, des écuries de pension, hébergement et travail, des entraîneurs de trotteurs, des tractions et des élevages de traits. Donc, vous trouverez les résultats de tous ces systèmes dans les synthèses. Et ensuite, on a un socle prospectif d'une trentaine d'exploitations. Et en fait, ce sont plutôt des systèmes sur lesquels on avait peu de données, mais qui n'étaient pas dans le socle de base. Je pense au lait de jument, par exemple, ou des thèmes ou des thématiques un peu plus prospectives, comme les hébergements innovants. Et donc, on explore aussi des écuries actives, voilà, des écuries partagées, des équipistes. Bref, on va explorer des thèmes un peu différents. Et en fait, ces exploitations font l'objet de portraits et de monographies, et c'est des valorisations, cette fois-ci, individuelles. Un portrait, c'est une exploitation, alors que les synthèses nationales, ce sont des synthèses de groupe. Les objectifs du réseau, donc vous l'avez bien compris, nous, l'objectif, c'est d'analyser le fonctionnement des entreprises, d'essayer de comprendre comment les exploitants parviennent à vivre de leur métier. Et ensuite, d'élaborer avec ça des références, des outils de conseil qui peuvent être utilisés dans le quotidien pour accompagner des jeunes, pour accompagner des personnes même installées qui veulent améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Et ensuite, notre rôle aussi, c'est de diffuser, de partager au maximum. Et c'est bien l'objet de ce webinaire. Et je vous en remercie d'avoir répondu aussi nombreux aujourd'hui. Alors, nos productions. Alors, je suis désolée parce que normalement, sous l'autre forme de partage, vous auriez pu cliquer sur les différents documents pour y accéder directement. Bon, là, avec ce partage, vous ne pouvez pas, mais vous aurez l'occasion de revenir ensuite sur l'autre diaporama. Donc, je vous ai mis là les différentes productions du réseau. Vous voyez, on a 3 couleurs. La collection résultats en bleu, c'est là où vous allez retrouver les synthèses nationales et les tableaux de bord. Donc, synthèse nationale, c'est l'ensemble des résultats du socle de base avec des infos pas mal qualitatives. Le tableau de bord, c'est un format un peu plus vulgarisé où vous allez avoir une double page par système. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez avoir la collection référence et là, vous trouverez les cas-types. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est un cas-type, mais ça pourrait être l'occasion d'un autre webinaire. En tout cas, c'est la modélisation, en gros, de fonctionnement d'exploitation. En gros, on prend des exploitations qui se ressemblent et on essaye de modéliser le fonctionnement et se poser toutes les différentes questions à se poser quand on veut s'installer. Et ensuite, vous avez la collection théma qui est plus la collection thématique, où là, vous allez retrouver l'ensemble des portraits et monographies. Là, je vous en ai mis juste une monographie sur la course, mais vous en avez plus d'une vingtaine accessibles, vous verrez sur les différents sites des partenaires. Et ensuite, vous avez là, par exemple, les études conjoncturelles qu'on a faites sont sur cette collection théma.
Ensuite, les outils que l'on a et que vous pouvez utiliser, bien sûr, tout est accessible gratuitement sur les différents sites. Vous avez le portail Inosis. Donc, le portail Inosis, c'est commun à tout l'ensemble du dispositif Inosis Réseau d'élevage. Donc, vous trouverez l'ensemble des productions de toutes les filières. Et là, vous allez pouvoir retrouver toute la collection de CATIP, les données directement des fermes que vous pouvez aller chercher annuellement, et puis les collections théma. C'est pour faciliter en fait l'accès à l'ensemble de ces documents. Ensuite, vous avez un outil qui vient d'être récemment adapté à la filière cheval, qui est Déclic Travail et qui approche la dimension du travail dans l'entreprise, où vous avez un autodiagnostic que vous pouvez faire qui vous donne, qui vous fait réfléchir en gros sur votre organisation du travail. Vous pouvez choisir les thématiques que vous avez envie d'explorer et vous avez plus de 120 fiches solutions et 220 trucs et astuces sur l'organisation du travail. Et il y en a 40 pour 40 fiches solutions pour la filière équine. Là aussi, la plateforme est accessible assez facilement. Il y a beaucoup de documents et des ressources que vous pouvez utiliser si vous voulez parler de ce sujet avec un public particulier. Et ensuite, vous avez deux autres, voilà, je vous ai mis aussi deux autres outils qui est Equipilote Eco. C'est un petit outil de diagnostic économique sur les centres équestres, où vous pouvez, à partir de quelques chiffres, voir si les résultats de votre entreprise sont cohérents. Et un autre outil sur la stratégie, c'est un petit guide avec un certain nombre de questions à se poser au moment de l'installation. Et ensuite, on a une série de vidéos. Alors, on fait des vidéos depuis 2 ans maintenant dans le cadre de ce dispositif pour là aussi élargir notre diffusion. On sait bien que ce mode de communication est quand même assez intéressant et on a une série de vidéos que vous pourrez consulter sur une playlist du réseau équin sur le site YouTube avec des présentations du réseau équin, de comment utiliser un tableau de bord, de témoignages d'exploitants, et aussi de thématiques sur la main-d'œuvre, la stratégie, et il y a même aussi une vidéo sur l'écurie active. Donc là aussi, toutes ces vidéos peuvent être utilisées dans le cadre d'interventions que vous pourriez utiliser. Où nous retrouver, donc là, normalement, tous les logos, vous pouvez accéder directement sur les sites. Je ne sais pas si ça fonctionne de votre côté, mais en tout cas, vous pouvez trouver tous les documents dont je vous ai parlé sur le site de l'Institut de l'élevage, mais aussi sur le site de tous les partenaires qui étaient présents ce matin, donc la Fédération des conseils des chevaux, l'IFCE, les chambres d'agriculture. Vous aurez aussi ces documents sur le portail Inosis et on est présent également sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Donc, je vous incite à rejoindre ce groupe Facebook, comme ça vous pourrez être au courant des différentes publications et puis on partage régulièrement des petits posts pour vous tenir au courant des différentes informations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation, Sophie. C'était très clair. Alors, avant de passer, on voulait quand même vous montrer une des vidéos qui a été réalisée dans le cadre du réseau équin. On voulait en savoir un peu plus sur vous, donc pour vous les participants, sur votre profil et notamment sur le nombre de structures que vous accompagnez par an. Donc là, ça s'adresse plutôt aux conseillers, enfin voilà, vraiment à ceux qui accompagnent les structures équines. Donc voilà, vous pouvez répondre directement. Il faut cliquer sur envoyer après et vous verrez les résultats apparaître. Parfait, on a 18 réponses, 21 réponses. Alors pour l'instant, on a surtout, alors il y a, ah non, ça change un peu. Donc on a 40% de personnes qui disent 2 à 4 fois par an, 32% moins de 1 fois par an, et 17% 5 à 10 fois par an, et 11% plus de 10 fois. Ah, quand même. Je vous laisse répondre. Donc là, on est une centaine connectés, donc je vous laisse un peu répondre pour. Oui, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans le chat, s'il vous plaît.
si vous arrivez à utiliser le chat. Hop. Et alors, donc ouais, on est toujours à peu près. Donc on est environ 40% pour moins d'une fois par an, 40% 2 à 4 fois par an, et 15% de 5 à 10 fois par an, 10% plus de 10 fois sur 40 réponses. Et je vous propose un deuxième sondage, donc pour nous aider à y voir aussi un peu plus clair sur quel type de système vous avez été sollicité sur la dernière année écoulée. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs éléments pour ce questionnaire-là. Alors, Marie-Sophie Barthes, je vois que vous avez la main levée. Est-ce que vous pouvez utiliser le chat si vous avez une question? Alors, merci pour vos premières réponses. Donc, le premier élément, donc celui qui revient le plus avec 32 réponses, pension, hébergement, travail. En deuxième, enseignement, donc avec les centres équestres. Et ensuite, on a l'élevage, donc avec 27 réponses. Ensuite, on a médiation, donc 9 réponses. Tourisme équestre, 9 réponses. Et course, 4 réponses. Je vais laisser les sondages ouverts. Vous pouvez continuer à y répondre directement. Mais merci beaucoup pour vos réponses qui pourront nous aiguiller dans les choix des systèmes à suivre. Je laisse Sophie partager. Ouais, la vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo? Non? Oui, Oui, c'est bon. Effectivement. Je vais juste lancer, voir si le son fonctionne. Je veux bien, Damaris, que tu me fasses un signe que c'est OK. Pour construire un projet équin rentable, il est nécessaire de se questionner sur son positionnement. Quelle prestation je propose pour répondre à quelle demande? Quel site je choisis pour exercer mon activité? Il y a un gros écho. Ouais, C'est grave, mais il y a juste un gros écho. ouais. Là, on n'entend plus. Alors, Sophie, tu peux remettre ton micro? J'avais coupé ton micro pour qu'il y ait pas d'écho, mais Est-ce que c'est pas plutôt toi, Damaris, qui devrait couper ton micro et laisser Ouais. Sophie ouvert? peut-être. Je coupe mon micro. Sophie, tu veux remettre le tien? Sophie, on t'entend plus. Faut que tu remettes ton micro. Voilà, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? On voit l'écran. C'est bon? Mm. Allez, je relance alors. Leur conseil. Vous êtes ici sur la structure, le haras de l'Ermitage, situé dans le Pas-de-Calais, à Laventie, dans le 62. L'avantage principal, c'est qu'on est très proche de grandes agglomérations, Lille, Béthune, Lens. Donc ça draine une clientèle intéressante, et il y a du monde. L'inconvénient du site, c'est que le foncier est très cher. C'est compliqué d'avoir les deux, d'avoir énormément de terre à des prix abordables et avoir un fonds de clientèle et avec beaucoup de personnes. Et par la suite, j'ai déménagé en 2006 sur une commune juste à côté, à Saint-Martin-d'Abat, pour des problèmes d'urbanisme et pour avoir plus de terrain. Et donc l'exploitation, maintenant, on exploite des terres que pour la pension et un peu d'élevage. On a une pension de base, parce qu'on essaye d'être abordable, entre guillemets, même si on essaye d'avoir une structure de qualité. Et ensuite, on apporte des services, on apporte des prestations supplémentaires au choix et à la liberté du client. Par exemple, on peut mettre les chevaux nous-mêmes au paddock. Si le client n'a pas la disponibilité, on fait des forfaits marcheurs. On a que deux formules. La première, c'est une pension au box classique. Les box sont faits tous les jours, ils sont curés une fois par semaine. Les chevaux reçoivent au matin un repas de foin rubanier, ensuite un repas concentré, et ensuite ils sont lâchés dans des paddocks individuels, donc il y a un paddock par box.
525 €. Et donc dans cette prestation, le cheval est lâché, on lui mettra les guêtres et les cloches demandées, on va faire un changement de couverture suivant les grammages, et naturellement avec cette prestation, les propriétaires ont le droit d'utiliser la carrière, de faire venir leur coach, avec le parc d'obstacles, le manège, on a une deuxième carrière de dressage et les petits ronds. Voilà. Formule au pré, où les chevaux seront au pré toute l'année, ils sont nourris chacun avec des rations différentes, avec les compléments qui sont donnés. À 80%, les propriétaires nous prennent des forfaits, soit paddock, soit marcheurs. Ensuite, on propose une pension travail, soit pour valoriser des chevaux de 3, 4, 5 ans, soit parce que le client n'a pas le temps et veut aller en concours le week-end ou se faire plaisir le week-end tout simplement. On a des clients assez fidèles, on les remercie d'ailleurs. On essaye aussi de les rendre fidèles et s'ils sont fidèles, c'est certainement parce qu'ils sont satisfaits. Je pense qu'ils cherchent en premier de la tranquillité. C'est-à-dire une structure qui prenne en charge leurs chevaux de A à Z, pour la gestion bon père de famille, comme on dit. Bien réfléchir à son projet, bien réfléchir s'il veut consacrer sa vie à cette passion équestre, et après se positionner surtout géographiquement au départ. S'il veut lancer un poney club, le positionnement près d'une grande ville, d'une zone de chalandise, comme on dit, c'est très important. C'est sûr que c'est un métier passion. J'étais avant dans l'imprimerie, je travaillais moins et je gagnais mieux ma vie. Mais je pense pas que j'étais plus heureux, quoi. Moi, j'ai toujours eu dans la tête depuis le début le plan de ce qu'allait devenir le haras du Gabbro. À mon avis, il ne faut pas s'installer avant de pouvoir cerner et proposer une bonne prestation à des clients. Le truc, c'est est-ce qu'on veut faire pas cher pour attirer beaucoup de monde et avoir beaucoup de turnover parce qu'on a des gens qui partent parce qu'ils sont pas contents, ou alors est-ce qu'on veut fidéliser les gens, parce que nous, c'est quand même notre marque de fabrique. Les chevaux sont là depuis 10 ans, 15 ans. Parfait. Merci beaucoup Sophie pour le partage de la vidéo. Bon, c'est vrai que la qualité était pas optimale en partage d'écran comme ça, mais on espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir les vidéos qui sont de très bonne qualité sur YouTube directement. On va passer à l'intervention de Marthe. Marthe, je te laisse partager ton écran. Petit stand-by de lancement. Alors, ça marche pas, ça marche. Est-ce que vous voyez mon diapo? C'est tout bon. C'est tout bon, super. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Damaris m'a demandé de témoigner dans quel cadre on pouvait utiliser les ressources qui sont réalisées par le réseau équin. Donc dans ce schéma-là, je passe forcément par la petite présentation succincte de qui je suis. Donc je suis Marthe Vivant, je travaille à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, donc en région centre. Donc je suis de formation ingénieur agricole, spécialisée en production animale dès ma formation en fait. Et donc depuis une quinzaine d'années, j'ai intégré le réseau des chambres d'agriculture avec un profil très rapidement ciblé sur la filière laitière, bovin-lait et équin, sur des champs de compétences techniques. Donc j'ai commencé conseillère d'élevage, donc mes interlocuteurs étaient des professionnels soit de la filière bovin-lait, soit des professionnels de la filière équine. Je fais partie donc du groupe également de réseau équin, mais aussi du coup de l'équivalent Inosis pour la filière bovin-lait. Également depuis une quinzaine d'années. Je participe également au groupe national métier équin du réseau des chambres. Et un autre sujet que j'apprécie énormément, c'est la partie coût de production, où depuis, pareil, une quinzaine d'années, j'interviens en formation agriculteur sur les coûts de production, toute production d'élevage également.
Donc en fait, ce profil technique, conseiller technique, avec assez rapidement s'est teinté l'aspect approche globale, technico-éco, qu'est-ce qui faisait que des systèmes étaient plus ou moins efficients, d'où le lien avec les références. Et depuis 2-3 ans, j'ai pris une autre corde à mon arc, à savoir je suis conseillère en entreprise, donc dans mon département, ça concerne en fait principalement de l'accompagnement à l'installation de porteurs de projets. Donc toujours sur cet aspect production animale avec une forte spécificité bovin-lait équin. Dans ce cadre témoignage en tant que conseillère d'entreprise pour l'utilisation de références réseau équin, j'ai fait le choix de... Alors, Damaris a fortement insisté pour que je parle d'un cas concret. Elle a eu gain de cause. Et j'ai fait le choix de partir d'un cas concret centre équestre parce que du coup mon témoignage va aussi avoir un éclairage. Je suis à la fois utilisatrice mais je participe à la réalisation des références. Donc en prenant cet exemple centre équestre, c'est pas anodin, c'est que je sais qu'il y a pour ce profil-là un panel assez large de références qui ont été produits depuis plusieurs années par le réseau équin et qui, somme toute, mis bout à bout, est assez conséquent et impressionnant et qui mérite d'être connu. Donc, succinctement, on va parler d'Anaïs Martin, qui est cavalière, qui actuellement est enseignante, on va dire freelance en statut d'auto-entrepreneuriat, qui à titre privé a 2 chevaux juments et qui là vient d'acheter un peu de foncier, 6 hectares, et c'est le déclic pour relancer un vieux projet qu'elle a depuis un moment, qui trotte dans sa tête de créer son propre site pour être son propre patron tout en pouvant gagner sa vie. Donc elle a commencé à mettre des chiffres dans des petits tableaux Excel dans tous les sens. Donc voilà, elle est partie sur une histoire de 12 chevaux. Elle serait toute seule. Elle aurait 65 clients. Un coût estimé de l'heure d'équitation qu'elle pourrait vendre 18 €. Les heures d'équitation, elle n'en ferait pas au mois d'août. Donc elle commence à tracer un profil. Voilà. Mais là, elle commence à être bloquée dans son raisonnement. Elle a besoin elle a l'impression de tourner en rond. Donc elle fait appel à moi pour que je l'accompagne à la finalisation et à bien construire un projet viable. Donc en gros, finaliser une étude économique. Alors, je vais parler du déroulé, mais c'est pas un mantra à appliquer forcément. C'est un exemple de façon de faire, mais c'est surtout pour comprendre dans quelle mesure telle référence peut être intéressante et dans quelle situation. Alors, d'une manière générale, l'accompagnement en tant que conseiller d'entreprise dans ce cadre-là de porteurs de projets qui souhaitent créer quelque chose ou qui ont un projet d'installation. L'idée je considère que mon rôle, c'est d'accompagner Anaïs à arriver à aligner 3 planètes qui concernent ce qu'elle souhaite faire, donc en termes de valeurs personnelles, de souhait de travailler seule, etc. Par rapport à un environnement au sens très large du terme, c'est-à-dire quels moyens de production elle va avoir à disposition ou elle va faire en sorte d'avoir à disposition. Donc on parle du site, localisation, nombre de chevaux, type de client. Voilà. Donc là, on va mettre l'aspect ressources. Et il faut tout ça. Donc on est toujours en conseil d'entreprise. On s'adresse à des professionnels qui souhaitent vivre de ce métier, passion. Donc dans une réalité économique donnée. Et donc l'idée, c'est d'arriver à ce qu'elle arrive à aligner ces 3 planètes pour que son système soit durable de son point de vue et que ça soit pérenne dans le temps. Donc par rapport aux quelques chiffres qu'elle a commencé à mettre dans un tableau Excel, on va dire, le premier réflexe que je vais avoir, c'est d'utiliser l'outil qu'on a appelé Equipilote Eco, qui est basé sur un nombre conséquent, une petite centaine de mémoires de coûts de production de centre équestre. Et en fait, cet outil, alors il date un peu d'un point de vue âge. On voit un peu, là je vous affiche le visuel de l'outil. On voit qu'il peut donner son âge au visuel, mais les repères sont encore vrais. Et il a un intérêt parce que du coup, lui, il permet d'aligner l'aspect ressources et réalité économique et donc rentabilité d'un projet centre équestre, où là, on aligne moyens de production humains, animaux et potentiel clientèle.
Donc par rapport aux quelques chiffres que Anaïs a en tête, on fait des petits calculs et on arrive à ceci. Donc les échelles, les gradients de couleur sont le vert, c'est on a un résultat disponible exploitant qui est comment dire, viable, donc satisfaisant, on peut en vivre. Quand on commence à aller dans le rouge, on n'est pas sur forcément quelque chose de très viable. Et il a un émoticône qui peut être accompagné avec cet outil. Il y a 3 émoticônes qui peuvent apparaître, un émoticône content, un émoticône pas content. Donc le content, on peut en vivre, le pas content, il y a peut-être des choses d'un point de vue viabilité à vérifier, donc cohérence moyen, résultat économique attendu. Et dans notre cas, on a un émoticône, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, c'est-à-dire il y a une incohérence dans ton schéma que tu commences à dessiner sur le centre équestre. Et effectivement, on voit qu'il y a des critères chiffre d'affaires qui sont plutôt dans le vert, donc c'est ramené à l'équidé. Sur la partie cavalerie, ramené aux clients. Donc entre les clients et les cavaleries, on a l'air à peu près, on n'est pas trop mal, mais visiblement sur la partie moyen humain, c'est là où il est perdu. Concrètement, on peut se poser la question si c'est vraiment un système, ce qu'elle est en train de prédessiner, est-il vraiment viable pour vivre à 100% de ce projet-là. C'est par rapport à ce rendu, c'est ce qu'on peut commencer à... Donc le deuxième réflexe, c'est de commencer à comparer ces premiers chiffres à des moyennes de groupe. Donc là, on va aller chercher le tableau de bord dont Sophie vous parlait tout à l'heure. Alors attendez, en fait, moi j'ai vos têtes qui sont mieux de mon écran, je vois plus ce que je dis. Et donc l'équipe Pilote Éco a commencé à mettre en évidence, pour identifier si c'est viable ou pas, des ratios. Donc si on reprend ces différents ratios que vous voyez dans l'encart et la projet d'Anaïs, et qu'on les met en phase, voilà. Donc par rapport au ratio heures vendues, cavalerie, client, cavalerie, on a l'air d'être assez proche de cette moyenne de groupe. Par contre, effectivement, au niveau humain, on a l'air d'être plutôt voilà, on a moins de clients par Anaïs a prévu moins de clients que le groupe. Et un autre point qui peut nous alerter, c'est que nous, en produit par équidé, Anaïs, elle est sur un 4400, donc si on n'a pas de repère, on se dit bah soit, qu'est-ce qu'on en fait ça? Est-ce qu'il faut rajouter un 0, en enlever un? Je sais pas trop. La moyenne de groupe nous dit quand même que le quart supérieur, ils sont plutôt autour des 4000. Donc on est sur un porteur de projet jeune qui veut créer quelque chose et qui visiblement projette d'avoir, par rapport à une moyenne de groupe qui est sur des systèmes expérimentés, un produit plus que le quart supérieur. Donc là, on peut commencer à être en vigilance sur est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est logique et est-ce qu'on n'est pas sur une surestimation du produit envisageable. Donc voilà ce qu'on peut en faire. Par contre, on commence à avoir aussi l'aspect main-d'œuvre, il y a quelque chose qui frotte, là, on ne sait pas trop. Et le groupe, visiblement, il a l'air d'être au niveau main-d'œuvre, tout est plus gros au niveau main-d'œuvre et client. Mais comment on fait le lien sur tout ça? Donc le tableau de bord, en fait, c'est la substantifique moelle de la synthèse nationale. Donc en fait, pour avoir une info qualitative de le groupe centre équestre auquel je compare le projet d'Anaïs, mais en fait, je la compare à quel profil en fait réellement de groupe. Et donc si on va chercher des infos qui sont liées à l'aspect main-d'œuvre disponible, clientèle, etc., on commence à percevoir que en fait, dans mon groupe centre équestre, la main-d'œuvre du centre équestre est à 60% de son temps sur l'enseignement. Mais il y a d'autres choses. Donc ça, pour l'instant, on l'a pas trop pris en compte. Donc pour l'instant, nous, on a mis 100% sur le centre équestre. Donc là, on peut se dire, on est peut-être sur un 60%. Donc il y a un autre produit là qui commence à apparaître, produit de pension. Et puis par contre, on a des fourchettes de tarifs, des fourches de tarifs en termes d'heures vendues. C'est un sondage. La fourchette est très très large. Donc là, Anaïs peut commencer à avoir un peu perdu sur dans quel sens je vais. Et le conseiller peut aussi commencer à être un peu à se perdre. Donc il faut reprendre de la hauteur. Le cheminement d'une création d'entreprise, c'est toujours, on a l'impression de tourner en rond, mais à partir du moment où on va commencer à prendre de la hauteur, on va monter et on va arrêter de tourner en rond, en fait. Donc il y a toujours un effet, je pars 2 pas en avant, 3 en arrière, mais l'idée c'est et c'est le rôle aussi que je considère avoir, c'est
continuer à questionner pour que le raisonnement avance. Donc du coup, assez rapidement, on va se retrouver la question au niveau stratégie commerciale, donc ça fait le lien avec la vidéo, mais en fait, Anaïs, tu as prévu tes clients, c'est qui, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Donc là, c'est des visuels de production qui ont été réalisés, alors ils sont comme moi, ils commencent à avoir un certain âge, mais ils sont toujours très intéressants. Et donc le premier, c'est voilà, le premier en termes de conseil d'entreprise peut-être moins, mais celui-là avec l'éventail, il peut avoir son intérêt fort en tant que conseiller pour mettre en lumière qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur cet aspect stratégie commerciale, ou si on prend la page qui concerne les centres équestres, où il y avait eu un objectif de commencer à, bon, on parle à qui en termes de profil potentiel de client, il peut y avoir différents profils. Les besoins, les attentes en fait des clients, quels peuvent-ils être, etc. Et après les notions de prix, donc là le document il date un peu, donc au niveau conjoncture économique, ça c'est un autre débat. Et donc là, hop, elle continue à cheminer, effectivement, des questionnements, donc ça serait plutôt visiblement jeunes enfants. Donc ça, c'est en lien avec le site qu'elle a prévu, mais aussi ses envies personnelles en tant que Anaïs. Mais par contre, le main-d'œuvre 1, ça reste dans son raisonnement, c'est pour l'instant c'est un impondérable qu'elle ne souhaite pas être toute seule. Donc on prend cette information. Alors une autre marotte qui fait aussi écho à ce que Sophie expliquait sur l'outil déclic travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut gagner sa vie et qu'il y a des animaux dans l'affaire, il y a un warning qui doit arriver, c'est l'aspect temps de travail de façon générale. Et l'outil déclic travail, il a un intérêt dans le cadre de création d'un système, par de rien, de mettre en alerte et de proposer des fiches solutions. Et donc à partir du moment où la thématique fiche solution met en alerte des sujets qui peuvent être problématiques, ou on peut vite ça peut devenir un sujet assez compliqué à terme. Donc l'outil, en fait, vous cliquez là, donc j'ai cliqué dans l'outil déclic travail, on est en filière équine. On va cibler un objectif de diminuer la pénibilité. Donc il y a différentes thématiques qui vont apparaître. Et là, j'ai recliqué sur la thématique simplification du travail, optimisation, organisation. Et donc, c'est un imprimé écran des différents types de 3 thématiques de fiches solutions que le déclic travail propose en fait. Donc, je vous laisserai aller voir ce que ça. Voilà. Mais cet aspect vigilance sur le travail, c'est un élément très très important. Parce que si on peut refaire une analogie à métier passion, j'ai des valeurs, je veux pas trop faire de compromis sur certaines choses, il faut garder en tête que derrière il y a un objectif d'efficacité et d'efficience d'un point de vue rentabilité économique. Donc on peut être très pertinent entre ces valeurs et les moyens qu'on se donne, mais ça c'est l'aspect humain, personnel, mais à partir du moment où on a une rentabilité économique à avoir, il faut rentrer des éléments d'efficacité et d'efficience, à savoir est-ce que je réalise mes objectifs en termes de résultats attendus, et est-ce que mes résultats sont cohérents avec les moyens que j'ai. Donc là, on est plutôt dans l'efficience des choses, et donc pas de. Alors en bovin-lait, j'aurais plutôt tendance à parler de l'efficience du système bovin-lait, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage au niveau de l'alimentation. Par exemple, le gramme par litre, on est optimisé. Ouais. C'est l'aspect, c'est pas parce que on est sur le pâturage que la partie alimentation ne nous coûte pas une fortune. Voilà, pour ces aspects efficients, c'est hyper important. Et donc, du coup, là, on a commencé à mettre en lumière plein de questionnements pour Anaïs, et on est sur un projet de création. Donc, un conseiller qui est amené à côtoyer et accompagner plein de productions différentes, au bout d'un moment, on peut être vite perdu sur le cadre. Et au début, c'était un rectangle. Là, on est en train de dessiner un truc qui est tout déformé. Et donc apparaît l'outil CATIP qui, dans ce cas de situation, a un intérêt. Et là, je crois que normalement, il y a un quiz. Alors, Sophie a commencé à expliquer. Donc, il y a eu un spoiler au début de ouais. On va vérifier que vous avez été assidu et que vous avez bien écouté. Donc, qu'est-ce qu'un CATIP ? Un CATIP, donc,
Il y a une seule réponse qui est la bonne. Un cas type est une moyenne statistique des performances de plusieurs exploitations d'un territoire. Un cas type est une exploitation reconstituée via un travail collectif de modélisation et d'expertise. Un cas type est un éleveur fictif créé pour illustrer les coûts moyens d'un atelier équin à l'échelle nationale. Et la dernière proposition, je n'en ai aucune idée. Donc, on vous laisse réagir, envoyer vos réponses pour ces questions. Alors, on a 18 réponses. Est-ce que ceux qui ne répondent pas, c'est qu'ils n'osent pas cliquer sur « Je n'en ai aucune idée » ? Alors, on est à une trentaine de réponses et on est soulagé de voir que la bonne réponse ressort en premier. Donc, la bonne réponse, c'est bien un cas type, c'est une exploitation reconstituée via un travail collectif de modélisation et d'expertise. Donc, c'est en aucun cas une moyenne, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle d'un territoire. Je vais laisser la main à Marthe pour qu'elle puisse vous expliquer très précisément comment elle utilise les cas types. Donc, si on continue sur notre accompagnement d'Anaïs, là, on arrive à un point où l'idée, c'est de remettre l'église au centre du village, ou je ne sais pas comment formuler, par rapport au projet qu'elle a. Alors, attendez, j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, un cas type, c'est réellement une proposition de fonctionnement pertinent, efficace et efficient. Donc, on est sur donc, je vous ai remis le visuel parce que du coup, dans le cas d'Anaïs, on est sur une stratégie de clientèle jeunes enfants. Ça tombe bien, on a un cas type qui correspond. Et donc, clairement, le cas type, il est créé et formalisé de manière à ce que, en fait, il corresponde au centre de notre cible. Alors, sur l'aspect humain, la partie valeur, ça, forcément, le cas type, ça reste un 4 pages PDF, donc on n'est pas sur l'aspect, on répond à nos valeurs, mais sur l'aspect viabilité, on est sur le viabilité des différents moyens de production, que ce soit technique, main-d'œuvre, économique, on est sur quelque chose de très cohérent. Et ça permet, quand on commence à être perdu dans un projet ou qu'on ne connaît pas trop le cadre qui va permettre d'être rentable, de resituer les choses et de réaligner. Donc, on est parti sur un carré. Avec tous les questionnements, on a tout, voilà, on est plutôt sur une toile d'araignée. Et là, de repositionner tout ça dans un cas type, le cas type donne le champ du possible cohérent qui permet un système viable. Un cas type, il met en lumière aussi qu'est-ce qui va faire quel est le critère qui est structurant d'un point de vue justement durabilité, viabilité. Donc dans le cas des centres équestres, ce qui est structurant, c'est la stratégie commerciale et vers qui je m'adresse. Et c'est pour ça du coup qu'on a 3 cas types. Un sur un profil de clientèle plutôt jeunes enfants, un sur un profil de clientèle plutôt compétition et un sur un profil plutôt le centre équestre généraliste. Mais donc c'est ce critère-là à qui je m'adresse, qui derrière va donner un peu le ton de la taille du cadre, de la forme, etc. Donc le cas type, si on fait le parallèle avec la filière bovin-lait, que je maîtrise aussi, en bovin-lait, ce qui est très structurant, c'est que mange la vache laitière. Et du coup, tous les cas types bovin-lait, ils sont liés à que mange la vache laitière, et du coup, ça vous donne la taille du cadre. Et en se basant sur un cas type, donc effectivement le cas type c'est une ferme modélisée, mais du coup c'est une ferme qui reprend un fonctionnement réaliste, optimisé mais réaliste. Donc quand on recale le projet d'Anaïs vis-à-vis de ce cas type animation de jeunes enfants, on se rend compte que du coup la main d'œuvre toute seule, voilà, c'est d'autres débats qui peuvent rentrer en lumière, mais le 100% enseignement n'est peut-être pas forcément opportun et du coup 20% de pension prend son sens. Du coup on refait un point sur la partie client. On se dit voilà, 83 clients et donc au niveau équidés présents, cavalerie, pension, machin, on se retrouve avec 25 équidés présents, dont 5 pensions, pension hébergement,
Enfin bref, non, je m'égare. Et donc, une fois qu'on a commencé à réaligner le projet d'analyse sur ce cas type, on peut éventuellement refaire l'exercice de remettre ça dans l'équipe Pilot Echo, et ça donne ça. Et donc, l'émoticône, c'est pas. Donc, le logiciel, et là, il est plus content parce que d'un point de vue cohérence des choses, on est sur quelque chose de plus logique. C'est-à-dire que sur le tabouret durabilité humain, technique, économique, on a les pieds qui sont à la même hauteur. Au départ, on avait l'aspect humain qui penchait un peu, donc c'était durable, ouais, pas trop sur le moyen long terme. Donc voilà, je me répète. Donc sur l'aspect cas d'année, je vais arrêter là. Juste refaire 3 petites diapos pour refaire la synthèse sur les différents documents qui peuvent exister dans le cadre du réseau EQUIN, mais pas que. En fait, c'est le cadre des différents documents se retrouve dans les différents INOSIS des autres filières ruminants. Donc en gros, dans quel cadre j'utilise un cas type, dans quel cadre un tableau de bord c'est plus intéressant. Donc là, j'ai repris le visuel qu'on avait fait l'année dernière au JSIE. Donc portail INOSIS, en fait, centralise l'ensemble des publications des réseaux INOSIS et EQUIN. Et donc, comme disait Sophie, on a 3 thématiques, le cas type, l'observatoire, donc c'est plutôt des moyennes de groupe, et la dernière catégorie, ça va plutôt être des études thématiques sur des témoignages, etc. Donc, en premier, je vous reparle du tableau de bord parce que en tant que conseiller d'entreprise, c'est plutôt en termes de réflexe à avoir, c'est vers ça. En fait, en gros, il a été créé pour ça d'ailleurs, c'est d'avoir le réflexe d'aller sur ce document qui est synthétique. Donc, dans quelle situation? Par contre, il est sur 7 types de production. Et donc, on est à la recherche de repères tech éco, voilà, tableau de bord, clac. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre ponctuellement sur certains critères, comme je vous ai fait l'exemple tout à l'heure. Ah oui, alors le produit, hop, tableau de bord, ça donne quoi? C'est critère par critère par rapport à cette moyenne de groupe. Moi, ce que j'ai projeté, alors soit moi conseiller d'entreprise, soit moi porteur de projet, sur ce critère-là, je suis plutôt comme les vrais professionnels qui sont déjà dans le... Ou ça a l'air bizarre. Mais c'est vraiment critère par critère parce qu'on est sur une moyenne de groupe. C'est-à-dire que normalement, si on reprend le visuel, ça s'analyse ligne par ligne. Si on reprend le centre équestre en termes de la moyenne, on va faire des bêtises. Mais par contre, l'objet de ce document, il est très synthétique. Les 7 systèmes sont présentés de la même façon sur cette page-là, avec un focus cavalerie, alimentation, économique. Mais on peut aussi avoir besoin, comme je vous ai vu tout à l'heure, de savoir un peu plus d'infos sur le groupe qualitativement, il est comment. Et donc là, il faut aller se référer à la synthèse nationale, qui est une analyse qualitative de chaque groupe qui sont suivis dans le cadre du réseau EQUIN. Après, du coup, l'objectif final d'un chargé de référence, c'est d'arriver à mon sens, c'est de produire des cas types parce qu'on produit un cadre cohérent techniquement, humainement, économiquement. Une mise à jour économique, forcément, est à faire tous les ans par rapport à la conjoncture, etc. Et donc, dans quelle situation il faut s'en servir? Voilà, le projet part de zéro et à un moment donné, on est perdu dans la cohérence, on s'est perdu, donc on peut réaligner par rapport à ça. Et par rapport à peut-être pas mal d'entre vous, c'est moi un centre équestre, j'avoue que de loin je sais à peu près comment ça marche, mais alors de très près, j'avoue que là je sais pas trop. Ça va vous remettre des éléments de cohérence globale de ce système centre équestre dans le cadre d'un cas type centre équestre. Et ça permet de construire un projet structurellement cohérent et viable et donc durable. Et donc dernier zoom sur les thématiques. Donc c'est il y a des codes couleurs. Vert c'est les cas types, bleu c'est les moyennes de groupe et jaune c'est c'est la collection Théma, donc ça peut être des portraits, monographies, c'est assez large, mais dans quelle situation? Alors ça peut être soit de mettre en lumière, alors c'est pas péjoratif, mais production atypique, donc ça veut dire derrière quelque chose de, moi dans mon département je n'ai absolument pas, qu'est-ce que c'est, voilà. J'ai peu de moyennes de données de groupe disponibles, donc comment je fais pour commencer à comparer ce que je commence à dessiner? Et aussi, ça peut aussi avoir un intérêt très important quand on a très peu de connaissances sur le système
Voilà, moi, dans mon cas, ça va être tous les aspects, tout ce qui touche aux courses. J'avoue que ce genre d'outil, j'apprécie énormément parce que, par exemple, les courses, moi, je ne maîtrise pas du tout. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, alors par contre, attention, parce que du coup, c'est très large. Et donc, on peut avoir un théma sur un mode d'hébergement, donc quelque chose de spécifique sur un moyen qu'on va utiliser dans mon cercle environnement, moyen de production, donc écurie active, mais là c'est le mode d'hébergement, je fais le choix ou pas, voilà. Et ça peut aller jusqu'à un témoignage d'une personne qui produit du lait de jument. Donc là on est plutôt sur un exemple de système de production dans sa globalité. Donc ça va être très large. C'est pour ça qu'il faut, voilà. Donc d'une manière générale, ces aspects thématiques, ça va plutôt pour prendre connaissance d'un sujet qu'on ne maîtrise pas vraiment ou qui a très très peu de repères, et ça va être pour identifier force, faiblesse, qu'est-ce qui est, voilà, commencer à dresser la matrice des risques par rapport à ça. Voilà. Mais donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut, en tant que conseiller d'entreprise généraliste, se retrouver vite au secours. Mais il y a tous les référents du réseau, ils peuvent être aussi également identifiés par vous comme étant des personnes ressources, au moins pour expliquer derrière des choses ou pour avoir plus de compléments d'informations sur telle ou telle chose. Alors bien, par contre, là c'est la casquette référent qui reprend les fermes qui sont en suivi. On ne va pas aller dévoiler tous leurs chiffres nominativement, mais c'est plutôt d'avoir un retour d'experts qui suit des fermes et qui génère des références par rapport à un projet ou par rapport à un document qui vous paraît pas, que vous n'arrivez pas à analyser. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Marthe, pour ton intervention. C'était très clair sur la manière dont tu utilises les ressources dans ton métier, ça répond parfaitement à la commande qu'on avait. Alors, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. On en a relevé 2 pour l'instant, si tu veux les dire, Marie. Oui, volontiers. Donc, on a une première question pour Pascal, c'est qu'est-ce qui explique la hausse des abattages export? Alors c'est une hausse des abattages tout court en fait, c'est pas export, mais effectivement en 2024, ce qu'on a noté c'est une hausse des abattages en France, ce qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années. Quand on a présenté ça aux professionnels du segment viande, ce qui a été évoqué, parce qu'en fait on ne sait pas précisément ce qu'il y a derrière, ce qu'ils pensent eux, c'est que peut-être les distributeurs sont peut-être plus en attente de produits locaux et donc moins de viande importée. Voilà, c'est une explication avancée, mais on n'a pas d'éléments pour objectiver plus que ça. Très bien. Deuxième question. Est-ce que la calculette travail-chambre fonctionne aussi pour Marthe? Alors attendez, je suis perdue dans mes écouteurs. Alors oui, la commande était de faire la lumière sur les outils du réseau Equin. Donc effectivement, la calculette, j'en ai pas du tout parlé. Alors la calculette, il y a des choses qui existent sur la filière. De mon point de vue, c'est assez global, ça mériterait d'être affiné. Il y a quelques années, j'avais proposé que ça pourrait être utile de se repencher dessus en valorisant les données pour affiner. Pour l'instant, on est encore cet aspect affinage des choses, mais normalement dans la calculette, il y a quand même des propositions sur l'aspect travail en équin, mais ça, de mon point de vue, ça mérite, on est très large, donc ça mériterait d'affiner. Voilà, c'est tout pour les questions que j'ai relevées. N'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. On m'a fait part qu'il y avait des difficultés pour écrire dans le chat. Si besoin, on peut aussi vous autoriser à prendre la parole directement. Je ne sais pas pourquoi. En plus, c'était des personnes des chambres qui n'arrivaient pas à poser des questions dans le chat. C'était très clair pour vous, les présentations? Bon, parfait. Je vois un commentaire en ce sens-là. Donc voilà, vous aurez accès à tous les supports de présentation. Vous pourrez du coup identifier, que ce soit les partenaires, les têtes de réseau, mais surtout les chargés de référence et les animateurs du réseau Equin.
si vous avez des questions complémentaires à leur poser, notamment voilà, si vous utilisez, si vous vous mettez à utiliser les ressources du réseau équin dans l'accompagnement des professionnels que vous réalisez. Bon, le nombre de likes augmente sur le commentaire. On va en rester là. Vous voulez dire un mot de la fin pour les partenaires? Moi, alors pardon, Damaris, Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait. Moi, je suis très friande de retours d'utilisateurs justement pour savoir si les documents qui sont proposés sont adaptés voilà, à votre lecture. Enfin voilà, est-ce que c'est des documents qui existent? Il y a des choses qui vous manquent. Ça, il y a très peu de retours, mais Ouais. bon, voilà. Et ça serait hyper important d'avoir ce retour-là pour pouvoir affiner. Parce que voilà, l'aspect, par exemple, l'exemple du tableau de bord, ça a nécessité énormément d'échanges et de discussions pour identifier qu'est-ce qui pouvait être intéressant de mettre sur une seule page par système, et peut-être qu'on a raté des choses, ou peut-être qu'il faut. Voilà. Ok. Bah, on peut faire passer un questionnaire du coup, aux participants et aux inscrits dans ce sens-là, et comme ça on pourra avoir des réponses ouais, sur l'utilisation concrète de la manière dont on peut mobiliser les documents. Alors, il y a des questions qui arrivent. Une question de conjoncture, donc je pense plutôt pour toi, Pascal, de Samuel Guiton qui nous dit: J'ai un retour d'une grosse structure d'import-export de chevaux sport loisirs dont les ventes sont passées de 10 par mois à moins de 4 depuis septembre. Est-ce que c'est une tendance générale? Est-ce que tu as des éclairages là-dessus, Pascal? Pas plus que ça, mais je comprends que ça conforte l'explication qui était donnée par les professionnels, j'ai l'impression. Si je comprends bien la remarque. Ouais. Mais on n'a pas moyen d'avoir d'éléments plus objectifs, sauf à faire une enquête, c'est un peu compliqué. Mais merci pour ce retour. Il y a une remarque, c'est pas une question, mais c'est une remarque d'Émilie qui nous dit que les documents du réseau équin feront partie de la mallette pour les conseillers chambres pour les porteurs de projets en équin. Donc voilà, c'est une mallette qui est en cours de construction avec un projet réflexe et porté notamment par Émilie. Il y a Nelly qui demande: comment voyez-vous votre travail et travaux collectifs pour 2025 et 2026? Est-ce que, Sophie, tu veux proposer une réponse? J'aimerais que cette question soit peut-être un peu plus claire. C'est dans quel sens je ne suis pas sûre de bien saisir le fond de la question. Alors, je ne sais pas si la personne peut peut-être demander, parce que le travail, là en fait, on arrive à la fin d'un programme justement du réseau équin de 5 ans, et on est activement sur la réflexion pour la poursuite de ce programme. Et justement, on tire à chaque fois les enseignements du programme qui vient de se terminer, notamment pour la diffusion. Ça, c'est le webinaire qu'on organise aujourd'hui. Et merci Damaris et merci mes collègues pour l'avoir organisé, parce que c'est un moyen de mieux diffuser. Donc, c'est un des axes d'amélioration que l'on peut faire. Et là, je vois fin de programme. Oui, alors sur la fin de programme, là, on est en train justement de réfléchir à la suite. L'objectif va être, le fond du programme va être toujours le même, hein. On est toujours dans cet esprit de produire des références, de produire des outils de conseil. Et là, actuellement, on travaille sur la méthode coût de production. Marthe en a parlé. Cet outil qui peut être très intéressant pour la filière n'est pas encore adapté pour la filière équine. Donc, on travaille dessus. Donc, c'est un des axes, par exemple, en termes d'outils de conseil sur lequel on travaille. Mais il y a une vraie volonté qu'il y ait une diffusion sur le terrain de tous ces travaux pour qu'ils soient utilisés, hein. C'est notre objectif. Et après, en termes de système, on va rester, je pense, dans les systèmes traditionnels que l'on suit. Par contre, c'est le volet prospectif où sans doute on va prendre en compte les besoins des professionnels, les besoins de demande du terrain. C'est un peu pour ça qu'on vous a sollicité aussi au début, pour prendre en compte tous ces retours, pour adapter en fait les systèmes que l'on veut suivre. Alors après, je ne sais pas si je réponds précisément à la question. Un focus sport.
Tony, sur les transmissions ou installations, par exemple. C'est une très bonne idée de réfléchir aussi à comment gérer la transmission. C'est une demande qu'on pourra faire remonter par rapport à ce webinaire. Mais en termes de cadre, d'objectifs, on va sensiblement être dans le même programme, dans le même esprit. On va affiner les choses, essayer d'être encore plus efficace, entre guillemets, voir quels sont les bons supports à utiliser pour diffuser. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques parce que c'est vraiment très riche et je vous remercie pour ça parce qu'on pourra l'intégrer dans notre réflexion qui est actuellement en train d'être menée. Merci Sophie. Alors, il y a Stéphanie qui souhaitait prendre la parole, donc j'ai pu activer son micro normalement. Tu peux activer ton micro, Sophie. Stéphanie, pardon. Oui. Oui, bonjour à tous. Je suis coach business dans la filière équine. J'accompagne les entrepreneurs plutôt sur la partie stratégie, marketing, etc. Je les oriente très souvent vers les outils que vous avez présentés, puisqu'ils ne connaissent pas. Ils sont nombreux à ne pas connaître ces outils. J'ai eu l'occasion de rencontrer Sophie Boyer et une autre personne lors des journées des sciences et de l'innovation. Est-ce que vous êtes aussi là-bas au mois de mai pour pouvoir échanger de vive voix parce que c'est intéressant. En fait, moi, je partage tout votre travail que vous pouvez faire autour de la filière. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Stéphanie. Ça nous fait chaud au cœur que ces documents soient utilisés et puis diffusés. Oui, on sera présent. On présente des éléments, justement, un peu un trajectoire historique sur le réseau et sur d'autres résultats. Donc, on sera présent et c'est avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Eh ben, grand plaisir également. Et puis, de toute façon, je vous suis aussi. Là, j'ai pris les contacts et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour pouvoir avoir les documents et les liens, que je puisse avoir tout de près, en fait, et que je donne aux personnes que je peux accompagner de mon côté. Voilà, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup pour le retour. Et oui, et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On est assez actifs. On a un groupe qui compte beaucoup de participants et sur lequel on essaye de diffuser très très régulièrement. Donc, si vous voulez être au courant des derniers éléments qui sont mis en ligne, ça peut être une bonne porte d'entrée. Voilà, j'ai l'impression qu'on est bon au niveau des questions. On a dépassé le timing de 4 minutes. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. Merci beaucoup encore une fois à tous les intervenants. Merci beaucoup aux participants pour leur présence ce matin. Et on s'occupe de vous envoyer les supports et le replay de ce webinaire. Bon appétit à tous, enfin presque, mais bonne journée et à bientôt.